Chers amis, un très grand merci de votre accueil et merci à Ictus de m'accueillir cet après-midi. J'en étais réjouie d'avance. Alors je voudrais conduire un fil directeur autour de ce que nous pouvons faire et bien sûr ce que nous devons faire pour la famille, puisque la question de la stratégie est une question absolument essentielle. Moi je pense profondément qu'un général qui partirait à la bataille sans aucun plan, sans aucune tactique, eh bien évidemment ce serait voué à l'échec. Quel général partirait comme ça, la fleur au fusil? Et cette question de stratégie, elle est extrêmement importante. En arrivant ici même, j'ai été interpellée par quelqu'un qui me faisait une remarque tout à fait juste et avec beaucoup de gentillesse, me faisait quelques suggestions. Et j'ajoute que ces réflexions que nous posons tout le temps rejoignent tout à fait celle de Jean Housset, qui avait écrit ce beau livre, L'Action, que j'ai lu, bien entendu, avec un immense intérêt. Alors la famille, nous le savons tous, nous en sommes conscients, c'est un lieu d'identité, bien entendu. La famille nous donne une identité personnelle et nous donne une identité collective. La famille, c'est un lieu d'éducation. Quand il n'y a pas d'éducation en famille, eh bien l'instruction plus tard à l'école sera absolument impossible. Et qui dit pas d'instruction, dit pas de formation et dit bien entendu difficultés professionnelles. Si l'éducation nationale a tant de mal aujourd'hui, c'est bien entendu lié au pédagogisme, lié à différentes raisons, mais c'est aussi lié à tout l'esprit de mai 68 qui fait que le laxisme est devenu le nouveau mode d'éducation, c'est-à-dire de non-éducation, et on voit que ensuite, instruire est immensément difficile. La famille, c'est bien entendu le lieu de transmission. Transmission de nos valeurs. Transmission de toute la culture, de tous les fondements de notre civilisation. Pourquoi est-ce que j'introduis le sujet de cette manière-là? Eh bien, pour rappeler que la famille, elle est infiniment liée, très étroitement liée à tous les sujets qui nous préoccupent tant aujourd'hui. Quand j'entends Nicolas Sarkozy qui dit « Non, moi je fais campagne sur l'identité, sur l'immigration, sur l'islamisme. C'est ça les priorités. » Mais s'il n'a pas compris que la famille a un rôle essentiel sur ces aspects-là, sur ces risques-là, sur ces menaces-là, alors il n'a rien compris. Et quand j'entends aussi lutter contre le chômage, etc., lutter contre les difficultés économiques, lutter sur les questions de retraite, mais la famille, d'abord la famille, ça commence avec la famille. Si on n'a pas de personnes formées, si on n'a pas d'entrepreneurs équilibrés, qui ont le sens des responsabilités, qui ont le sens de l'autre, si on n'a pas d'enfants qui demain seront ceux qui cotisent pour les retraites, eh bien évidemment, tous ces aspects-là, toutes ces questions du champ politique ne pourront pas non plus être résolus. Et j'en suis à rappeler aux politiques que la finalité de l'homme, la finalité de la politique, c'est l'homme, et que l'économie, elle est au service de l'homme et non pas le contraire. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc cette réflexion pour la famille, elle doit être à la base de la réflexion politique et en mettant bien entendu toute cette réflexion dans le bon sens, tournée vers l'homme, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le bien commun. J'ajoute que, bien sûr, la famille, attention, ne tombons pas non plus dans une idéologie, la famille n'est pas une fin en soi. C'est chacun des membres de la famille, on évoquait tout à l'heure la création, nous sommes chacun une personne unique, c'est chacun des membres de la famille qui compte, mais chacun de nous a besoin de la famille et la collectivité, la société a besoin de la famille. Et alors dans l'autre sens, quand tout va mal, quand la famille va mal, quand les familles explosent, quand les familles se noient, quand les familles sont découragées, quand les familles sont pessimistes, et elles le sont ô combien aujourd'hui, eh bien quand la famille va mal, la société va mal, nous le voyons malheureusement très bien aujourd'hui. La question c'est que visiblement, bien peu de responsables politiques en sont conscients. Il y en a, ne les oublions pas. Il y a eu pendant les débats sur la loi Taubira et pendant les débats sur les suites de la loi Taubira, PMA sans père, etc., il y a eu un certain nombre de parlementaires et de politiques très courageux. Ne jetons pas, par conséquent, le bébé avec l'eau du bain.
Il n'en est pas moins que la plupart d'entre eux n'ont pas compris cela et ils sont, par influence médiatique, par l'influence des idées gauchistes, ou plutôt même d'extrême gauche, ils se sont laissés entraîner pour beaucoup et au fil du temps dans l'idée que oui, la Manif pour tous et tous ceux qui défendent la famille seraient extrémistes, radicalisés, violents, haineux, homophobes, etc., etc. Alors aujourd'hui, ils sont tétanisés. Et puis, insulte, accusation suprême, ce sont des catholiques dans la rue. Alors là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on entend les médias dire ça, il y a 3 pages dans le Parisien d'aujourd'hui, les catholiques dans la rue. Ce qui est assez cocasse, c'est que nous, on est très très fiers, ça ne pose aucun problème, mais bien sûr, dans leur esprit, c'est une accusation. Alors, puisqu'on pense que tout ça n'est que religieux et que défendre la famille, c'est une question de foi, eh bien, il faut leur montrer, et moi je pense profondément, et nous savons tous que la foi et la raison se rejoignent, mais nous devons passer par la raison pour leur expliquer tout cela de manière très pragmatique. Alors je reviens à la question de la stratégie. La Manif pour tous, elle a mené beaucoup d'actions depuis plusieurs années maintenant, et beaucoup d'actions militantes. Donc manifestations bien entendu, université d'été, colloques, Grenelle de la famille, forum pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Enfin, tous ces bénévoles ont fait un travail absolument extraordinaire depuis des années. Et vous le voyez bien déjà dans ce que je dis, il y a la contestation, on s'oppose là, maintenant, tout de suite, urgemment à ce qui est en train de se passer. Il n'est pas envisageable, comme le dit le Saint-Père, de rester assis dans son canapé. Mais de l'autre aussi, puisqu'ils ne comprennent pas, eh bien, il faut se former pour nous-mêmes, comme le disait tout à l'heure Clotilde, mais il faut aussi expliquer, exposer, proposer. J'ai découvert il y a quelques mois, j'avoue avec un peu de retard, je me suis enfin plongée dans des documents assez pénibles à lire, mais que je devais lire, les documents de l'inter-LGBT, les documents du think tank Terra Nova et quelques autres de ce même acabit. Et j'ai découvert, alors même vous allez me dire oui vous le saviez et c'était connu, mais bien sûr, mais j'ai découvert qu'à la virgule près, j'allais dire, tout ce qui a été fait par François Hollande contre la famille, qui est d'une ampleur historique, qui est sans précédent, qui est absolument inédit, eh bien tout avait été écrit les mois qui précédaient son quinquennat et pas dans son quinquennat par le think tank progressiste Terra Nova. Alors évidemment, il a bien fallu prendre notre bâton de pèlerin à nous, puisque, il faut bien le dire, il n'y a pas un seul think tank qui travaille sur la famille et qui est dédié à la question de la famille. Alors nous avons donc élaboré un document, et Guillaume me proposait d'en parler un petit peu, qui s'appelle « Politique de la famille et intérêt de l'enfant ». Un document dans lequel nous avons donc essayé d'exposer de manière objective, pragmatique, ce qu'il en est aujourd'hui, comme on dit, du fait familial en France, l'expression ridicule, mais on la reprend, on joue le jeu de temps en temps. Le fait familial aujourd'hui, en fait, en clair, comment va la famille aujourd'hui ? Comment vit-elle? Quelles sont les implications de la situation actuelle pour chacun de ses membres, du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue économique, et donc pour la personne et pour la collectivité. Nous sommes donc allés rechercher des chiffres de l'INSEE, de l'INED, de l'UNICEF, et de toutes sortes d'organismes, au Conseil pour la famille, Conseil d'orientation des retraites, etc. Autant vous dire que si c'était nous qui sortions un chiffre, évidemment, c'était trop facile de nous décrédibiliser aussitôt. Et donc, nous sommes allés chercher dans les organismes tout à fait officiels. Et c'était un travail extrêmement intéressant de rapprocher toutes ces données, parce que finalement, chacun travaille dans sa sphère, dans son couloir, de manière très étroite, pas forcément de manière idéologue ou partisane ou politique, mais voilà, chacun suit son fil directeur. Il y a des questions sur lesquelles nous avons eu du mal à trouver des données chiffrées. Par exemple, quelles sont les causes de l'explosion d'une famille, de la famille, dans certains cas, le divorce. Quelles sont les causes du divorce? En France, il n'existe aucune étude. Et Irène Théry, la sociologue, déclare elle-même, avoue elle-même qu'il n'y a aucune étude parce que cela pourrait faire penser à des idées familialistes. Parce que oui, c'est scandaleux d'être familialiste. Bref, donc nous avons fait ce travail d'étude et je vous avoue qu'en le présentant à la presse et puis en le présentant
aux élus et aux candidats, puisque ça fait partie de ma responsabilité, je les rencontre les uns et les autres presque quotidiennement. Ils sont très impressionnés. Vous avez vu, c'est 40 pages, non j'exagère, c'est 60 pages, c'est modeste. Pour être honnête, si j'avais eu le temps, j'aurais bien voulu aller plus loin, développer, creuser, etc. J'avais pas tout à fait le temps, puisqu'on avait notamment une petite manif demain. Mais ils sont stupéfaits. Ils n'ont aucune idée, ils n'avaient aucune idée. Et d'ailleurs, quand on entend les déclarations politiques, les programmes politiques de ces derniers temps, alors je vais essayer de ne pas faire croire à une position telle ou telle, hein, je fais attention à mes propos en période électorale, mais d'un parti à l'autre, il y a des différences, il y a des nuances, bien entendu, mais soit on va très loin et avec courage dans certaines propositions ou certains engagements, mais à côté de ça, on ne trouve pas de travail, de réflexion approfondie qui prend une vraie place dans le programme, ou alors on trouve quelques saupoudrages, et puis pas grand-chose de plus. En tout cas, en général, c'est de la rustine, alors que, comme je le disais tout à l'heure, la famille, elle nécessite et elle suppose une vraie place dans les programmes, une cohérence, et elle suppose d'abord une réflexion et des fondements. Qui irait faire des tas de déclarations sur le domaine économique en mettant juste 3 petites promesses, 3 petites rustines? Ce serait impensable, alors que malgré tout, alors que l'homme est encore une fois la finalité. Dans le domaine économique, alors là, vous avez Bruno Le Maire, 1000 pages, Alain Juppé, 600 pages, formidable. Là-dedans, il y a, pour chacun des deux, il n'y a pas 3 paragraphes sur la famille. Et alors Alain Juppé, par exemple, il écrit, en introduction de ces 3 petits paragraphes sur la famille, il écrit, c'est quand même grandiose, que depuis qu'avec François Hollande, la famille a été attaquée d'une manière stupéfiante, dit-il, aussi bien sur un plan symbolique que concret. Point. Et puis après, la réponse, c'est quoi? C'est 3 petites mesures fiscales. Voilà. C'est le reflet, malheureusement, de ce qu'on trouve trop souvent. Néanmoins, on voit bien, ils espéraient beaucoup enterrer ce que nous défendons, enterrer la manif pour tous. Nous avons été déclarés morts à peu près, je pense, plusieurs dizaines de fois. Ils en sont même maintenant à parler de résurrection, figurez-vous. Et je voudrais quand même souligner que ce que je dis est à la fois un bilan triste, mais en même temps, et grâce à vous, et grâce à tous ceux qui se sont mobilisés, nous avons, comme le disait Juan Binet, la manif pour tous, la victoire de la manif pour tous est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche. Ils voulaient aller beaucoup plus loin dans la déconstruction. Alors ils ont voté la loi Taubira, hélas. Ils avancent sous la table, dans les faits, par les cours de justice, de manière extrêmement hypocrite et cynique. Ils n'ont pas osé légaliser tout ce qu'ils avaient en tête, plusieurs fois, ils ont reculé, la PMA sans père, l'ouverture de l'adoption aux couples pacsés et concubins, etc. En revanche, côté politique familiale, alors là, ils ne se sont pas gênés, ils ont fait du massacre absolu. Or, la fiscalité est un levier politique majeur. Et donc, ils ont continué à attaquer la famille sans jamais s'arrêter. Même si on a pu stopper sur des aspects anthropologiques extrêmement importants. Alors donc, à la suite de ce constat, je reviens à ce document, à la suite de ce constat, il est disponible en ligne sur Internet, vous le trouverez en quelques instants. À la suite de ces constats, nous avons ensuite montré, ne serait-ce que le coût psychologique, humain, économique, etc., de la situation de la famille. Et à partir de là, nous avons élaboré une quarantaine de propositions. Alors en fait, il y en a davantage à l'intérieur du rapport, mais finalement c'est sorti sous la forme de 40 propositions, qui je pense serait un beau début de reconstruction, mais encore une fois, d'une certaine manière, nous ne faisons que commencer. En tout cas, ce document était véritablement une première, une réflexion approfondie, pragmatique, sur la place de la politique, la place de la famille dans la politique, pardon. Et l'un des aspects aussi est d'avoir proposé une petite révolution. Sur la politique familiale, elle a été élaborée depuis 1945. En 1945, la situation de la France n'était pas
et de la société n'était pas, vous l'aurez noté, tout à fait la même que celle de 2016. Or aujourd'hui, quand quelques politiques proposent, comme je citais Alain Juppé, je peux vous en citer d'autres, 3 petites rustines, en fait ils n'ont tellement pas réfléchi que leur seule idée c'est de revenir en arrière, vous savez, comme les essuie-glaces. Ils n'ont pas l'idée que peut-être on pourrait tenir compte de la situation actuelle, que peut-être on pourrait décloisonner les champs de l'action politique et que peut-être on pourrait avoir de nouveaux objectifs, une nouvelle ambition et donc de nouvelles mesures. Ça ne les a pas effleurés. Pour vous donner un exemple, donc je disais que la politique familiale, elle est toujours réduite au fiscal et à l'allocatif, mais il serait peut-être temps de décloisonner le juridique, l'économique, l'éducation autour de la famille. Et puis, il serait temps d'ouvrir à la bioéthique. C'est impératif. Par exemple, la PMA, elle a été proposée par le ministère de la Santé, qui a porté, donc ça c'était il y a quelques années, qui a porté le projet de loi de bioéthique, avec notamment la PMA en 1994, puis les années suivantes. C'est le ministère de la Santé. Mais attendez, c'est la famille qui devait porter ces sujets. C'est la famille. Donc vous voyez, il faut véritablement bouleverser toute la manière de réfléchir, d'agir et d'envisager ces sujets, et on a du travail. Alors, je voudrais évoquer d'ailleurs, dans la suite de cette réflexion, la question du libéralisme et du libertarisme. Bien sûr, on trouve en principe le libertarisme, c'est vraiment en principe. En principe. Le libertarisme plutôt à gauche, le libéralisme plutôt à droite. Bon, nous savons tous que la droite a un surmoi de gauche, que la gauche rêve d'être d'extrême gauche, et en plus aujourd'hui l'extrême gauche part à l'extrême droite. Tout ça est un peu brouillé. Mais d'ailleurs en même temps c'est logique, mais j'y reviendrai après. Le problème c'est que libéralisme et libertarisme se renforcent mutuellement. Et toute la question elle est là. Le sujet typique de cela, c'est la gestation pour autrui, la pratique des mères porteuses. Alors la gauche veut y aller par individualisme, parce que l'homme doit s'auto-créer, parce qu'il n'a pas de limite, qu'il est imparfait et donc il doit se recréer lui-même. Et, comme disait Manuel Valls, la gauche a pour objectif l'émancipation totale de l'individu. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ils ne connaissent pas. Une fois que la GPA avance, comment est-ce que la droite, grosso modo, réagit ? On fait du chiffre. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la gestation pour autrui dans le monde aujourd'hui. Ah, c'est sûr, c'est un marché international, un trafic international qui a des promesses lucratives absolument immenses. Et ça ne fait que commencer si nous ne nous battons pas. Et bien entendu, la gestation pour autrui, mais ça a commencé avant, notamment avec le mariage de 2 hommes ou de 2 femmes, bien entendu, tout cela nous met dans une logique transhumaniste. J'entendais quelqu'un faire une très très belle réflexion hier, nous étions à la radio, et il disait, mais croyant ou pas croyant, en tout homme est sacré. Qu'est-ce qu'il disait ? Tout homme est une histoire sacrée. Il y a des choses de notre humanité qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas bousculer, autrement nous allons vers la destruction, et nous savons bien que l'homme est capable de s'auto-détruire. Alors j'en viens, et je finirai avec cela, à notre manifestation de demain, parce que bien sûr quand même, je vais vous appeler à venir. Je profite du micro. Merci Bruno. Alors la manif de demain, elle se situe dans un double calendrier. Mais d'abord, je voudrais vous rappeler les victoires que j'ai évoquées tout à l'heure. On me dit parfois, manifester, la loi Taubira est passée, ça ne sert à rien. Et c'est vrai. Hélas, pour le moment, nous vivons sous le régime de cette loi Taubira. Mais, nous avons empêché la légalisation de la PMA sans père. Nous avons changé la culture malgré tout sur la gestation pour autrui. Aujourd'hui, très 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 rares sont les leaders d'opinion qui osent se dire favorables à la GPA. On n'entend presque plus parler de GPA prétendument éthique. Ça a beaucoup changé. On n'en est plus. Emmanuel Valls a changé d'avis 48 heures avant l'une de nos manifs, parce qu'évidemment, il voulait démobiliser. Il a même reconnu lui-même que quelle que soit la forme de la GPA, ça ne changeait rien à l'affaire.
On n'est plus dans une GPA prétendument altruiste, éthique, etc. Il y a une perception qui a véritablement changé, et vous le savez, et ça c'est aussi une victoire collective, le travail de tout un ensemble d'associations. C'est que la Manif pour tous a maintenant une équipe à Bruxelles, nous sommes maintenant aussi d'ailleurs organisme consultatif à l'ONU. Et donc ce travail d'associations nationales et internationales a conduit à la condamnation de toute forme de GPA par le Parlement européen. Ça c'était pour Noël 2015. Si je puis dire, c'était en décembre 2015. Et puis, la semaine dernière, le Conseil de l'Europe a renoncé, a rejeté un avis qui voulait faire avancer le Conseil de l'Europe, 47 États membres, vers la pratique de la gestation pour autrui. Pour moi, l'une des plus grandes victoires, je pourrais vous en citer d'autres, l'ouverture de l'accès à l'adoption pour les couples pacsés et concubins, etc. Ils ont reculé quand on a menacé d'une manif. Mais ils veulent déconstruire la filiation. L'inter-LGBT dit expressément, leur revendication précise, c'est la redéfinition de la filiation pour qu'elle repose sur le choix parental, quel que soit le genre des parents, quel que soit le mode de conception, donc PMA ou GPA, et quel que soit le nombre de parents, pluriparentalité. C'est pour cela que Erwan Binet a dit « La victoire de la Manif pour tous, c'est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche ». C'était ça qu'il pensait obtenir, et c'était là qu'il pensait aller avec le quinquennat de François Hollande. Bref, mais j'en reviens à la plus grande victoire pour moi, à mon sens, c'est d'avoir tous ces jeunes qui se sont levés, toutes ces générations qui se sont levées. Et je connais beaucoup de jeunes dont la vie a changé. Ils pensaient qu'ils allaient, comme sans doute leur père et grand-père, travailler dans des métiers qui leur permettraient, d'ailleurs en effet à juste titre, de faire vivre leur famille, des métiers qui rapporteraient peut-être beaucoup d'argent, etc. Et bien beaucoup aujourd'hui ont décidé de s'engager dans des métiers, dans des professions de sens, le journalisme, l'éducation, etc. Et moi je crois que ce sont des secteurs, que nous avions trop délaissés. Et finalement, tous ces métiers de sens, tous ces métiers d'influence, ils ont une portée absolument immense. Et une autre victoire, mais je pense que vous le savez, la France, moi je l'avais, et Roland Hureau, je l'ai aperçu tout à l'heure dans la salle, au moment où nous nous interrogions sur ce qu'on allait lancer et faire en septembre-octobre 2012, Roland, au cours d'une réunion a dit « La France a un rôle historique, la France a un rôle particulier dans l'histoire ». Ça m'avait beaucoup frappé. Eh bien, vous voyez, avec la mobilisation, avec votre mobilisation, nous avons désormais un dynamisme absolument stupéfiant de tous les mouvements de défense de la famille dans un grand nombre de pays du monde. Ils se sont ou renouvelés, ou relancés, ou surtout beaucoup se sont créés. Et donc la Croatie, la Finlande, l'Italie, le Mexique, Taïwan, je peux vous citer un nombre de pays incroyables. Et ça, c'est d'origine française. Alors, deux derniers mots. Bruno, est-ce que j'ai encore une minute ? Alors, 2 minutes. Nous sommes donc dans un double calendrier aujourd'hui, enfin en ce moment bien sûr. Le calendrier là de François Hollande, il veut absolument être réélu, donc là il relance des projets extrêmement graves depuis le printemps dernier, d'où la manif de demain. Il faut stopper ça, c'est urgent. Et puis bien entendu, le calendrier électoral, nous sommes à l'entrée d'une année politique majeure, extrêmement importante pour l'avenir et pour la France. Il n'y a pas tellement de quoi être très optimiste aujourd'hui, donc il faut d'autant plus redoubler d'ardeur. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose. Tout à l'heure, juste en arrivant aussi, j'ai eu l'appel de quelqu'un du sud de la France et qui me disait, que je connais un petit peu, et qui me disait « Ludovine, il faut faire monter Nicolas Dupont-Aignan sur le podium !» Oui, bien sûr. Et puis chacun son champion et on se divise tous et on répartit toutes les troupes. Non, il n'y aura pas de candidat à aucune élection sur le podium. La Manif pour tous, elle fait campagne pour la famille. Et la famille, on la trouve... Notre campagne, c'est la famille, et donc nous devons nous adresser à tous les élus, à tous les politiques et à tous les partis. Et je voudrais ajouter un petit mot. Mai 68. Bien sûr qu'il y avait de longues racines, qui n'étaient pas nouvelles dans le temps, mais nous, c'est pareil. Nous aussi, on a un enracinement dynamique, extraordinaire.
Mais donc, mai 68, quelques semaines de révolte. Ils ne sont pas entrés en politique en tant que tels, ils n'ont pas créé de parti politique. C'était une influence, et ça a été une influence culturelle immense. Et moi, je suis persuadée que si nous n'entrons pas en campagne électorale pour une candidature ou un parti politique, je suis convaincue que nous aurons bien davantage de poids. Et de toute façon, les politiques sont le reflet de la culture. Et cela passe par la culture. Il faut avoir un impact culturel pour avoir un impact politique ensuite. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas laisser l'humanité s'autodétruire. Quoi qu'il arrive, nous devons défendre le genre humain. Ça peut paraître fou, ça peut paraître présomptueux, mais c'est bien la question qui est devant nous. Et pour cette raison, la Manif pour tous ne lâchera rien, jamais.